comme cela se passe ailleurs à travers le monde, le conseil d'administration de ces universités a un travail à faire pour approcher les différentes autorités, pour vendre la marchandise, pour vendre l'université. Il faut être proactif. Il faut être proactif. Et ça, depuis 1 an, on se bat au ministère pour fournir cet accompagnement aux universités publiques régionales. Par exemple, l'université publique du Sud, au CAI, eh bien, a pu établir son plan stratégique avec l'appui du ministère et avec l'appui de la City University of New York. L'université publique du Sud-Est à Jacmel a pu établir son plan stratégique avec l'appui du ministère et l'appui de la coopération espagnole. Et là, on demande aux autres de prendre des dispositions pour qu'il y ait ce plan stratégique. Et dans ce cadre-là aussi, pour établir ce plan stratégique, il y a une analyse des besoins qui doit être faite et aussi des contacts avec les principaux acteurs, dont les autorités publiques régionales. Donc on parle d'une université publique régionale active, allant sur le terrain, prenant des informations, vendant des services, pour, pas simplement au niveau du département, mais les 3 départements comme le Nord, la région Nord, puissent en bénéficier en quelque sorte. C'est clair, pour le moment, on a des universités régionales au niveau de 9 départements. 9 départements. Donc on n'a pas besoin de Port-au-Prince. C'est ça. Maintenant, il n'y a rien qui empêche, au niveau de ces universités, par exemple pour le Grand Nord, les universités publiques du Nord-Ouest, de l'Artibonite, du Nord et même du Nord-Est, il n'y a rien qui les empêche de mettre ensemble leurs ressources pour répondre à un certain nombre de préoccupations concernant de grandes zones. Donc, tout est ouvert. Tout à fait. Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous parlons d'université, mais on voit le développement qui est au centre de tout ça et Haïti fait face à ce grand défi. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de l'émission. Mais nouveau billet dit Good Banque Centrale pral mette dehors, li pas remplacer ancien. Tous les deux qui servi pour toute transaction. Même Jean ak billet dit Good wap servi ya, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fokap Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français ou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet a. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin, mais li pi résistant, qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bail service. Tout monde k'ap essayer passer marchandise en bas chal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout monde l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bodro, exigez récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Pi koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté,
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique chaque dimanche soir 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point à 9h et le samedi après-midi à 2h. Vous avez bien entendu, M. Fièvre, comment on se débat dans ce pays pour les universités publiques en région. En France, les pôles de développement, les clusters, ce terme est utilisé. Est-ce qu'il y a des universités, comme ça se fait aux États-Unis, qui sous-tendent tout ça? Est-ce que, par exemple, Toulouse, Rennes, est-ce que vous avez tout un incubateur d'entreprises que vous soutenez, qu'il y a des échanges continus entre l'université et les entreprises? Partagez avec nous l'expérience française. Oui, alors depuis l'année 2000, une loi a été votée sur qui a justement permis aux universités dans les régions, et surtout, c'est plutôt les régions avec les universités, de créer justement ces fameux incubateurs. Et dans mon université, par exemple, qui est l'université de Rennes 1, parce qu'il y a aussi Rennes 2, et nous devrions normalement fusionner l'année prochaine. Dans cette université de Rennes 1, j'ai participé à ce qu'on appelle une commission de valorisation. Pour être très concret et vous dire comment ça se passe, la commission de valorisation examine, les dépôts de brevets des collègues, parce que, évidemment, quand on dépose un brevet, il faut payer une somme à l'organisme qui reçoit ce dépôt. Et puis, on examine aussi les projets de création d'entreprise. Alors, bien évidemment, dans ces commissions, nous sommes totalement au secret. Nous devons garder très confidentielles toutes les informations, nous ne pouvons pas les divulguer. Et pour vous dire, à cette époque-là, j'étais donc à cette commission, et le président de cette commission, dite de valorisation, est devenu le président de notre université. Donc c'est pour vous dire l'importance qu'on attache à cela. Et j'ai pu suivre la création de dizaines d'entreprises grâce à cette... Peut-on dire qu'il y a une évolution positive en France dans les relations université-entreprise? Absolument. Absolument, extrêmement positive. Surtout, j'ai envie de dire, depuis, moi je l'ai vraiment senti personnellement dans mon travail, surtout depuis, j'ai envie de dire, les années 90, la fin des années 90. La deuxième partie des années 90. C'est vraiment, là je l'ai senti assez fortement, mais même déjà avant, les relations existaient, j'ai envie de dire, même depuis longtemps, même si tout le monde ne s'en préoccupait pas, et puis, je lis très franchement, la presse non plus. Donc, il y a, au bout d'un certain temps, la masse a fait que c'est devenu un sujet d'actualité, et puis, malheureusement, les crises se suivant les unes derrière les autres, c'est devenu un problème extrêmement crucial pour tous les pays, quels qu'ils soient. Le fameux millefeuille que vous avez en France, comment l'université réfléchit pour simplifier tout ça? Alors ça, c'est un gros problème, parce que, vous savez, on a un peu une fascination pour ce qui est gros. Donc on nous fait fusionner les universités, bien. On nous met dans des réseaux, par exemple en Bretagne, là où j'enseigne, il y a 4 universités, Rennes 1 et Rennes 2, dont je viens de parler, mais il y a aussi une université à Brest, au bout de la Bretagne, et puis une université aussi à Vannes-Lorient. Ce sont deux villes du Morbihan au sud de la Bretagne. C'est une petite université qui a été créée relativement récemment. Et nous sommes tous en réseau, toutes les 4 universités forment ce qu'on appelle l'Université européenne de Bretagne. Et comme nos dirigeants aiment toujours voir de plus en plus gros, je ne sais pas si c'est de plus en plus grand, mais en tout cas de plus en plus gros, ils créent actuellement ce qu'on appelle les communes, qui sont des communautés universitaires. Et ces communes vont nous obliger à travailler de manière interrégionale. C'est-à-dire que nous sommes en train de créer, pour l'année prochaine, une commune qui va s'appeler l'université, l'UBL, c'est-à-dire l'université Bretagne-Loire, qui va comprendre donc la région Bretagne et la région des Pays de Loire, dont la ville principale est Nantes. On parle de combien d'universités en France? Alors, c'est très difficile de vous le dire aujourd'hui. Il y a quelques années, avant la vague de fusion, de mémoire, 85 universités en France. Et aujourd'hui, il y en a moins, tout simplement, parce que, par exemple, il y avait 3 universités à Aix-Marseille, dans le sud de la France. Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 2, Aix-Marseille 3. Il n'y a plus qu'une seule université. Ils sont dans ce processus aussi à Strasbourg. À Strasbourg, ils ont fini ce processus. C'est d'ailleurs la première université qui a fusionné. Et il y avait plusieurs universités qui ont formé aujourd'hui la plus grande université française et l'une des plus grandes en Europe. Ils sont dans cette démarche-là aussi à Toulouse.
À Bordeaux, mais il y a 4 universités, il y en a 3 qui sont en train de fusionner. La 4e, pour l'instant, ne veut pas. À Lille, ils sont aussi dans le processus de fusion. Donc, vous voyez, c'est difficile de suivre. Et puis, à Paris, on est en train de créer... Alors, on avait créé à un moment donné des pôles d'enseignement supérieur et de recherche. Et ces pôles-là étaient en fait une sorte de préfiguration de ce que pouvaient être ensuite les fusions. Et à Paris, c'est très 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 compliqué, parce que c'est historiquement très compliqué. Il y a des regroupements, parce que ces pôles regroupent non seulement les universités, mais aussi, vous savez qu'en France, on a un système de grandes écoles. Et que ce système, on s'en rend compte avec l'ouverture des frontières, n'est pas très visible et compréhensible vu de l'extérieur. Donc on est en train d'essayer d'associer des universités et des grandes écoles au sein de nouvelles universités, en quelque sorte. Et là, il y a l'université de Paris 6, par exemple, qui s'est associée avec, je crois, l'école polytechnique pour former l'université Paris-Orsay. Il y a aussi l'université de la Sorbonne qui renaît de ses cendres. Avant, elle avait été cassée en morceaux. Maintenant, on essaye de la regrouper. Donc, je sens qu'il y a un grand chantier là sur énorme, énorme. Mon université. 85 universités pour quelques 60 millions d'habitants. Vous me voyez venir, on va vraiment dans 6. Pour nos 10 millions, combien d'universités que nous avons? On n'a pas le chiffre exact. Tout ce que je peux vous dire, ça a pullulé, la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a effectué une enquête. Les résultats vont sortir bientôt. Comme bon économiste, on pourrait prévoir, on pourrait estimer. Bon, on est... Jusqu'en Ouganda. Il y a des chiffres différents, 180, 200, mais bon, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition d'université aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien voulu savoir comment ça se fait en France. Donc on comprend très bien que le nombre qu'on a, ce n'est pas vraiment de vraies universités. Le quantitatif versus le qualitatif, ça laisse beaucoup à désirer. C'est ça. Tout à fait. Mais on peut se prendre pour référence au moins la COPUA, il y a cette conférence-là pour les universités haïtiennes. Donc il y a un ensemble d'universités reconnues et qui travaillent avec l'AUF en réseau. Donc on ajoute l'université, le réseau des universités et autres. On peut penser qu'il y a une cinquantaine, une soixantaine d'universités qui respectent un certain nombre de critères. Comme vous dites, dans ce monde mondialisé, normes, certifications, standards, est-ce que ce ne serait pas nécessaire que le ministère puisse donner ces informations et nous, la population, à faire des choix, que les parents sachent où on va investir? C'est clair que il y a l'Agence nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique qui doit voir le jour. Et ça va être l'une des tâches de cette agence de mettre de l'ordre. Mais au moins, les résultats de l'enquête vont pouvoir servir. Pour le grand public qui nous écoute, UPR par rapport à l'Université d'Haïti, quelles sont les relations? Comment c'est établi? Comment le ministère gère tout ça? Quels sont les mécanismes de... L'UIH, c'est une université d'État, une université publique. Les universités publiques régionales sont aussi des universités publiques. Donc, les relations, bon, on a des relations avec l'UIH. Moi, je suis professeur à l'UIH, ça fait des années, je suis encore professeur à l'UIH. Au niveau... Mais c'est deux structures différentes. C'est deux structures différentes. Par exemple, dans ce forum, nous avons les étudiants d'INAGUE qui participent. Le doyen d'INAGUE était là. Cet après-midi, le doyen de la faculté de droit va participer. Donc, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frontières. Non. On collabore en tant qu'université. Mais en France, vous avez des universités publiques, que ce soit à Paris et en région totalement différentes, totalement indépendantes? Nous avons depuis 2007 une loi, qui est ce qu'on a appelé la loi LRU, Liberté et responsabilité des universités, qui a donné une assez grande autonomie, comparée à ce que nous avions avant, aux universités françaises. Évidemment, l'autonomie est toujours quelque chose de difficile, surtout dans un milieu qui n'est pas très habitué. Vous savez qu'en France, on aime beaucoup la centralisation. On l'aime moins aujourd'hui. C'est l'héritage que vous nous avez laissé ici en Haïti. Malheureusement, et nous en sommes navrés, croyez-le. Et donc nous essayons nous aussi de nous en libérer.
Et la situation économique étant mauvaise, puisque la loi est passée en 2007 et la situation s'est dégradée fortement à partir de 2008. Et il y a eu beaucoup de difficultés financières. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'à Haïti que ça arrive. Beaucoup de grandes difficultés financières pour certaines universités françaises qui ont été vraiment mises à nouveau sous le projecteur et sous la tutelle de l'État à travers les recteurs des académies. Donc il y a même eu des universités qui ont plus que des grosses difficultés, ils étaient au bord de la faillite. Donc vous voyez, ça n'arrive pas qu'ailleurs, pas qu'ici, ailleurs aussi, et même dans les pays dits industrialisés. Si encore ce mot a un sens. Sur les 85 universités, combien à Paris? Dans la grande à zone. Paris, dans les 85, il y en avait 13. 13. Il y en avait 13, oui. C'est un énorme pôle, bien sûr, et de grandes universités, bien sûr. Et il y a aussi toutes les grandes écoles. Les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, bien évidemment. Tout à fait. Nancy Sphere, est-ce que vous ressentez déjà les bénéfices au niveau régional de ces universités, peut-être au niveau migratoire, de ces jeunes qui peuvent rester en région? Quels sont les premiers résultats? Il y a de cela 2 ans, quand on devait mettre en place les universités publiques du centre, du nord-est, du nord-ouest. Il y a de cela 2 ans, du nord-ouest et du centre. J'avais la responsabilité de conduire les premières opérations d'information pour voir un peu ce qui se passe, comment les gens appréhendent cette démarche. Et on a fait passer un certain nombre de questionnaires pour voir un peu. Et aux parents, des enfants. Et on comprend très bien qu'il y a une demande sociale d'éducation supérieure dans les régions qui est très forte. Et pour les parents, et pour les enfants, la présence de ces universités est quelque chose d'extraordinaire. On parle de combien d'étudiants maintenant sur votre réseau? Pour le moment, on est autour de 6500. 6500. Pour le moment. Voilà. Autour. Donc ça diminue la migration vers le centre, à savoir l'ouest, puisqu'on parle de décentralisation en quelque sorte. On réfléchit de cette façon également à Paris, en France? Bien sûr. L'un des problèmes que l'on a, et que l'on a dans tous les pays, c'est qu'il y a une très forte demande, comme le disait très bien le professeur Fièvre, il y a une très forte demande des jeunes et de leurs familles pour le suivi d'études supérieures de qualité. Le problème après, et on retombe sur la problématique de l'employabilité, c'est est-ce que tous ces jeunes formés, souvent même bien formés, vont-ils trouver un emploi? Et ce problème se pose également. La question fondamentale de ce forum également, c'est le problème mondial. Absolument, absolument. Donc ça, il faut en être bien conscient. Et on sait qu'il y a des disciplines qui offrent moins d'emplois au bout des études que d'autres. J'ai parlé de la gestion, on a de la chance d'avoir des taux d'insertion qui sont tout à fait remarquables. Et c'est partout pareil. Dans d'autres disciplines, c'est plus difficile. Quelle recommandation vous pouvez faire à l'université locale, particulièrement en région? Alors, particulièrement en région, encore une fois, comme l'a très bien dit le professeur Fièvre, les contacts avec le milieu économique local sont extrêmement importants. Et non seulement des contacts, les contacts, ce n'est pas suffisant. Il faut les faire participer. Nous, par exemple, en France, aujourd'hui, dans nos conseils d'administration, nous avons des dirigeants d'entreprise, ce qui, pour certains, constitue une aberration. Mais ils nous apportent beaucoup, puisqu'ils nous aident à orienter les stratégies de nos universités. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. La plupart de nos diplômes doivent être, comme je le disais tout à l'heure, associés à un comité qui va permettre d'améliorer sans cesse, d'année en année, tous ces diplômes. Et en plus de cela, une chose importante également, c'est qu'il faut associer, je le disais, les connaissances, donc le savoir et le savoir-faire. Et nous avons beaucoup développé à l'université depuis une quinzaine d'années ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire des diplômes dans lesquels les étudiants sont pendant une partie en entreprise ou en organisation et pendant une autre partie chez nous à étudier. Et là, ça change complètement la donne, si vous voulez. Et les entreprises sont obligées de s'engager
Et là on a vraiment beaucoup bénéficié de cette évolution. Alors, Sispia, je ne saurais vous laisser partir sans vous avancer comme économiste ce chiffre, 60% le taux de chômage au niveau des jeunes en Haïti. Comment l'université publique en région pourrait atténuer ce chiffre? Et c'est pourquoi, dans le cadre de ce forum, on insiste beaucoup au niveau sur la nécessité de revoir le curriculum des universités, d'apporter une touche entrepreneuriale aux différentes universités, pour que on s'assure que les diplômés ne soient pas totalement dépendants de l'entreprise privée, de l'entreprise publique, mais que ces diplômés aient aussi la possibilité de créer leur propre entreprise. Bien sûr, il y a du corollaire, il y a des dispositions, par exemple, au niveau du financement. Il y a tout un environnement positif qui doit être développé pour faciliter l'auto-emploi. D'où une politique de l'employabilité, le secteur public, le secteur privé, la société civile, tout le monde doit se mettre ensemble parce que les jeunes qui terminent l'université sans travail, on sait bien tout ce que ça peut provoquer. Les tensions sociales, les tensions politiques et le cercle vicieux de l'économie. Professeur Cliquet, merci beaucoup, professeur Fièvre. Merci d'avoir pris du temps quand même dans ce forum aussi important pour venir nous parler et partager avec le grand public les informations et surtout ce sujet d'importance. Merci bien, merci, bonne chance. Merci. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, merci bien, à la semaine prochaine.